Bonjour et bienvenue sur Les Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés pour la transition écologique. Je suis Claire Leclerc et comme vous pouvez le voir grâce à ce super travelling, je viens d'arriver à la gare d'Arcachon où je vais pouvoir organiser un nouvel entretien avec une nouvelle pépite verte un peu bleue dans le cadre de la série spéciale avec 20 minutes où je suis allée à la rencontre de pépites de toute la France. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter avec Marine. Marine a 24 ans, elle a une formation en école de commerce et en école d'ingénieur et elle travaille aujourd'hui chez Beyond the Sea, une solution qui permet de limiter l'impact carbone du transport maritime grâce à une voile de kitesurf. Je vous propose tout de suite de nous rejoindre dans notre studio et de découvrir le parcours inspirant de Marine et de découvrir surtout ce nouvel épisode des Pépites Vertes. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous, c'est vrai. C'est vrai. Bonjour Marine. Bonjour Claire. Merci pour ton accueil dans ce studio de qualité. Tu travailles chez Beyond the Sea, qui est une solution qui travaille notamment sur le secteur du transport maritime, de l'énergie, à la croisée de plein de compétences qui te représentent, dont on aura l'occasion de parler ensemble. Marine, comme à chaque émission, on va découper cette discussion en 3 temps. Une première partie sur ton parcours, une deuxième partie sur ton métier et une troisième partie sur une ouverture. Et cette fois-ci, on parlera de l'interdisciplinarité et de la complémentarité des formations. Ça te va? Super. Super. Comme tu le sais, on commence chaque nouvelle partie par un clap. Donc, je te propose qu'on fasse notre premier clap. Allez. Bon Marine, on repart sur les bancs du bac. Et c'est quoi le plan à ce moment-là? Alors le plan était assez flou. Je changeais d'orientation à peu près tous les jours. J'étais pas du tout fixée sur ce que je voulais faire. Mais à cette époque, je savais que j'aimais bien les maths, que j'aimais bien les équations. Et donc, je suis partie assez naturellement vers un bac scientifique. D'accord. Et ensuite, tu t'es orientée vers une prépa. Ouais. Alors, il se trouve que j'avais des plutôt bonnes notes quand j'étais au lycée. Et je travaillais quand même pas mal. Donc, j'avais déjà une capacité de travail assez élevée. Et on m'a dit, c'est assez généraliste. Fais une prépa, bon, personne ne m'a forcé, mais du coup c'est ce qui paraissait un peu la voie la plus adaptée à moi. Et donc je suis partie vers une prépa du coup commerce en voie scientifique. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle ECS ou ce qu'on appelait en tout cas à l'époque ECS. Ok. Je sais pas ceux qui nous regardent quel avis vous avez sur la prépa, mais parfois on dit que c'est des années très compétitives, très difficiles. Est-ce que c'est comme ça que tu parlerais de ta prépa? Alors, la prépa, je regrette pas du tout dans l'ensemble, en général, quand je reviens dessus avec du recul. Ça a été beaucoup de travail, mais parce que je suis aussi quelqu'un qui se met beaucoup la pression et quand je vais dans quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Donc, j'ai vraiment donné de ma personne pendant 2 ans parce que je voulais rien regretter. Ouais. Donc, je veux pas mentir, c'était beaucoup de travail, ouais. Mais c'est du travail qui a énormément servi. Au niveau intellectuel, c'était très stimulant. On avait des matières qui étaient très intéressantes. On allait beaucoup plus en détail que ce qu'on allait au lycée, par exemple en maths. En géopolitique, c'était super intéressant parce qu'on avait l'impression de comprendre tout ce qui se passait aux infos. Ouais. Des influences au niveau des pays, donc ça c'était génial. Et puis on avait aussi la philosophie à côté qui nous faisait un peu prendre du recul sur le fait qu'on travaille tout le temps, que ça n'avait pas vraiment de sens, que c'était juste pour un concours. Et du coup, ça nous faisait réfléchir sur autre chose, sur la société en général. Et donc moi, je me suis vraiment épanouie intellectuellement là-dedans. Et à côté de ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on forge des amitiés qui sont vraiment pour la vie. Ouais. Pour le coup, on vit les mêmes galères, on a les mêmes réussites pendant 2 ans. Et on est vraiment tout le temps ensemble. Et donc, moi, j'en retiens surtout mes amis que j'ai gardés de prépa. Ok. Donc, pas de compète. Donc moi, dans ma prépa, pas de compète. Okay. Nous, on est une plus petite prépa, pas de prépa parisienne, on n'a peut-être pas les mêmes résultats, mais ils ont toujours favorisé, les profs ont toujours favorisé l'entraide.
Et pour moi, c'était beaucoup plus favorable, beaucoup plus efficace. J'ai beaucoup appris aussi de mes autres camarades. Et je trouve ça beaucoup mieux qu'être tous les uns contre les autres parce qu'au final, on passe le même concours, ok, mais on est énormément en France. Donc autant être au moins 40 soudés plutôt que 40 les uns contre les autres. Mais bon, après, c'est mon opinion. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on te la demande. Ensuite, tu t'es orientée, donc tu as été prise à Audencia et tu as eu la possibilité d'avoir une double formation pendant cette partie plutôt master. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Du coup, Audencia propose plusieurs doubles formations. Il y a droit, il y a architecture, il y en a de plus en plus d'ailleurs, et il y a ingénieur. Donc moi, j'ai choisi ingénieur. Il faut choisir l'été avant d'arriver à Audencia. Donc c'est pas si facile parce qu'on sort de prépa et il faut directement se replonger dedans. Et nous, c'était quand même assez strict. Je pense que ça l'est toujours. Il fallait donner toutes ses notes depuis le bac et il fallait donner une lettre de motivation avec. Et le premier jour, quand on arrivait à Audencia pour l'intégration, on savait si on était pris ou non à Centrale. Enfin, pour le coup, moi, c'était Centrale. Mais... Centrale, donc une double formation avec une envie de faire un parcours ingénieur. Et en plus de ça, un parcours ingénieur plutôt orienté sur les enjeux maritimes. Est-ce que tu as eu la formation spoiler? Oui, à la rentrée. J'ai eu la formation. Ok. Et donc, comment ça se passe quand tu as une double formation comme ça? Est-ce que c'est genre le matin tu fais de l'ingénierie, l'après-midi du commercial? Est-ce que c'est est-ce que c'est découpé dans la semaine? Alors, pas du tout. Du coup, la première année, on va tous les vendredis à Centrale, où on a une remise à niveau avec des profs de Centrale, parce que nous, on n'a pas fait prépa ingénieur, donc on a raté quand même 2 ans. Même si en maths, on a des équivalences, mais on ne va pas aussi loin que ce que les autres font en prépa ingénieur. Donc on a une remise à niveau toute l'année, tous les vendredis, avec des DS assez réguliers. Et à la fin de l'année, il y a encore une sélection par un jury qui nous dit c'est ok ou vous passez pas. D'accord. Bon, pour toi, ça a été? Et pour moi, ça a été. Ok. Donc, du coup, tu as fait 2 années d'école d'ingénieur. Voilà, tout à fait. Du coup, à la suite de cette remise à niveau, donc on va directement à Centrale pour 2 ans avec ceux qui sortent de prépa, du coup, 1 an de différence. D'accord. On suit 1 an de tronc commun assez généraliste. Et ensuite, on se spécialise. Et moi, là, j'ai décidé de me spécialiser en option océan. Donc, ce qui se rapprocherait le plus de génie maritime dans le langage. Et ensuite, puisque tu adores les études, tu repars faire 2 ans à Audencia. Voilà. Ensuite, donc on a fait 1 an à Audencia. Normalement, c'est 3 ans. Ah non, il en reste. Non, c'est 3 ans d'école. Donc, on refait 2 ans d'Audencia. D'accord. Donc, après ta prépa, tu as fait 5 ans. Voilà, tout à fait. Ok. Donc 7 ans d'études en tout. Ok, waouh. 13 médecins, non, quand même pas, mais excellent. Et pour valider la fin de ton cursus à Audencia, il faut un stage. Il faut un stage, tout à fait. Et alors, comment on trouve un stage de fin d'études? Comment on trouve un stage? Moi, à cette époque-là, donc je sortais de Centrale aussi, où j'avais fait génie maritime, où je m'intéressais beaucoup au domaine maritime et à la mer en général. Et je m'intéressais beaucoup aux petits projets de transport vélique, donc transport de marchandises à la voile, notamment parce que j'avais des stages quand même avant ce stage de fin d'études. Et j'avais fait un stage qui m'avait un petit peu marqué parce que il y avait un projet dedans où ça ne dérangeait pas les collaborateurs de détruire la barrière de corail. Et moi, je m'étais dit, je cautionne pas ça et ça me reste sur la conscience. Et surtout, j'ai pas envie de travailler pour des personnes qui peuvent détruire comme ça la barrière de corail sans avoir de conscience par derrière. Et donc, je m'étais dit à cette époque-là, ok, je veux travailler dans le domaine maritime, mais je ne suis pas obligée de travailler pour des armateurs ou autres. Je peux travailler dans des choses plus vertueuses pour la transition. Et là, donc, je me suis beaucoup intéressée aux petits projets à la voile. Donc, je pense à Grain de Sail ou TOWT. Et je fouillais beaucoup sur LinkedIn et à droite, donc il y a des suggestions à chaque fois et de fil en aiguille, et je suis tombée sur Beyond the Sea et je me suis dit c'est génial comme projet. Je connaissais déjà le kitesurf parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui en font à Saint-Malo et je trouvais qu'au niveau innovation, c'était assez génial, puis je croyais au projet. Et donc
je suis allée regarder sur le site, il n'y avait pas forcément le poste que je voulais. Parce qu'il faut savoir que du coup la formation ingénieur-manager est quand même assez récente, même si ça fait quelques années que ça existe. Il n'y a pas vraiment de poste, ou pas dans toutes les entreprises en tout cas, qui sont vraiment adaptés à ce profil. Okay. Et donc j'y suis allée au culot et j'ai fait une candidature spontanée. Et j'ai été recontactée assez vite, il me semble. Et dans la foulée, j'ai fait l'entretien, ça s'est super bien passé et le lendemain, on m'a dit c'est ok. Waouh, trop bien. Mais c'est parfait ça comme transition pour aller sur notre partie 2 et puis comprendre un peu mieux du coup ce stage et ce premier job, en quoi ça consiste. Nigo ? Oui. Bon, avant de se lancer un peu plus sur ton métier, on va essayer un peu de bien comprendre que fait l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc Beyond the Sea, à quel gros problème est-ce qu'elle s'attaque ? Alors, elle s'attaque à la pollution plus particulièrement du transport maritime. D'accord. Donc le transport maritime, il faut savoir que c'est 940 millions de tonnes de CO2 qui sont émis chaque année. C'est énorme. Okay. Et c'est 100 000 navires de marchandises qui naviguent sur la mer chaque jour. Et un navire, ça correspond à 150 000 voitures en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur le même trajet au niveau kilométrage. Okay. Et donc ça, c'est un constat de l'Organisation maritime internationale. D'accord. Qui dépend de l'ONU. D'accord. Et du coup, qui a saisi le dossier en avril 2018 et qui a exigé 2 grands axes. Ouais. 1, c'est la réduction des émissions de soufre et 2, c'est d'ici 2030, donc demain, la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone en 2050 pour tous les navires. Ok, ambitieux. Donc c'est un enjeu énorme pour les armateurs et qui vont devoir du coup atteindre ces objectifs dans un délai qui est relativement court et aussi à des coûts moindres. Ouais. Donc du coup, ça c'est un peu le constat qu'a fait Beyond the Sea. Et l'idée, c'est de réutiliser une énergie qui est gratuite, qui est le vent, que la nature nous donne. Okay. Et donc du coup, Beyond the Sea développe un système de traction des navires par aile de kitesurf. D'accord. Donc, faut imaginer un bateau sur lequel on a installé une voile de kitesurf. Ouais. Et ça permet du coup de réduire, grâce à la traction du vent, la nécessité en énergie pour propulser le bateau. Tout à fait. D'accord. Alors, j'ai préparé l'entretien un peu avec ma maman qui m'a demandé de poser une question. Comment on fait si le vent il va pas dans le bon sens ? Alors, il faut savoir qu'il y a des programmes de routage. Donc, sur une route, un armateur il va pas tout le temps utiliser le kite. D'accord. Ça va dépendre bien sûr des conditions météorologiques. D'accord. En fait, c'est une propulsion auxiliaire. Donc ça peut être complémentaire, ça peut être avec le moteur, ça peut être que le moteur, ça peut être avec l'aile de kite. Et donc, par des programmes de routage, on arrive à savoir quelle est la route idéale en fait. D'accord, excellent. Bah, voilà, j'espère que maman t'est contente de la réponse parce que c'est vrai qu'on se demandait. Ton métier dans tout ça précisément, et notamment en repartant peut-être de la fiche de mission de stage que tu as créée grâce à ton profil, c'est quoi ? Alors du coup, moi je suis arrivée à Beyond the Sea en janvier, donc en stage de fin d'études. J'ai commencé en tant que chef de projet sur un projet qui s'appelle le Sea Kite, qui est un projet de bateau autonome en énergie, zéro émission et tracté par aile de kite. Ouais. Et donc pour ça, on s'est entouré d'un consortium d'entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine qui vont, eux, mettre leurs briques technologiques sur le bateau. D'accord. Donc en plus de nous, la traction par kite. Je pense notamment à ADV Propulse qui va mettre une turbine de propulsion réversible en hydrogénération. D'accord. On travaille également avec Arma Energy qui va gérer l'énergie à bord et Arkema. Et tout ça pour dire que moi, du coup, je suis arrivée en janvier, le bateau était en chantier. Donc il a fallu déjà, il y avait de la logistique, organiser le chantier. Donc recruter des ouvriers, acheter les équipements nécessaires. Et puis faire marcher en général le chantier. Ouais. Et puis il a fallu aussi organiser toute la gestion de l'information entre tous les partenaires. D'accord. Des partenaires qui étaient
qui n'ont pas forcément évolué dans le domaine nautique. Ouais. Et c'est assez important parce que c'est un domaine qui est assez spécial. Ouais. Donc moi, mon rôle, ça a été vraiment de réunir tous les acteurs, de réunir toutes les informations et de faire en sorte qu'il y ait une gestion d'informations qui soit fluide, et que le projet se mette en place. Ok, coordinatrice un peu, on t'imagine un peu chef de chantier avec un casque, non, il n'y avait pas de ça? Bah, pas forcément chef de chantier parce qu'il y a un chef de chantier, mais plus au-dessus de ça, gérer le bureau d'études, le chantier et les partenaires. Ok. Donc un mix, les pieds dans l'opérationnel, sur le chantier, dans un bureau, dans plein de bureaux au téléphone. Ok. Exactement. Ton métier, il a un petit peu évolué depuis le stage, puisque après ton stage, tu as été recrutée, donc c'est chouette, premier job. Quelle est la journée type de ce nouveau premier job? Alors, donc du coup, j'ai évolué moi un petit peu. On s'est agrandi déjà dans l'équipe. Ouais. Donc, les tâches se sont un peu réparties aussi. Et moi, je suis plus allée vers la recherche de partenariats et de subventions. J'ai participé à des nombreux appels à projets. Donc là, j'ai monté tous les appels à projets et on en a gagné certains. Donc, il faut maintenant gérer le projet en soi. Et aussi, je vais beaucoup à la rencontre des prospects. Donc ça peut être des entreprises qui vont devenir partenaires à terme, soit techniques, soit partenaires financiers. Donc essayer de comprendre quelles sont leurs attentes, leurs besoins et comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans les deux sens. Ouais. Et aussi, troisième chose, je suis beaucoup dans la veille. Je suis toujours dans la veille des petits projets aussi et puis je regarde un peu ce qui se fait en matière de partenariat. Je participe à des conférences, à des salons, à des événements où je rencontre beaucoup d'acteurs et là aussi c'est essayer de les écouter, de comprendre ce dont ils ont besoin et quelles sont leurs inquiétudes à long terme, essayer de comprendre un peu tout ça. Et puis après nous, pour nous, chercher les nouveaux appels à projets, les nouvelles subventions qu'on pourrait avoir. Je me permets de faire un petit point sur ce mot-clé veille, puisque ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise et peut-être que vous le voyez dans les fiches métiers des pépites vertes. La veille, je me souviens en fait, je veux le faire parce que je me rappelle que la première fois que j'ai entendu ce mot, moi j'étais en master 1 ou 2 et je m'étais dit c'est trop bizarre la veille, genre un ordinateur en veille, genre il fait rien. Or la veille c'est ultra proactif, contrairement à son nom. Et du coup la veille pour vous aider un peu à imaginer quel genre de compétences ça demande, c'est un peu comme un reporter ou un journaliste qui irait de manière proactive bien comprendre son secteur professionnel, donc lire la presse, lire les opportunités d'appel à projet pour être financé, savoir qui sont les grands intervenants publics sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les statistiques. Donc voilà, ça c'est faire de la veille et c'est la deuxième fois qu'on le dit aux pépites, donc je me permets de le préciser pour bien expliquer ce que c'est que cette grosse mission dans une fiche de poste de la transition, parce que c'est important d'être un peu à l'écoute de tout ce qui se fait sur le marché. Une autre question que j'aurais aimé te poser, c'est aussi lié à tous ces témoignages qu'on a reçus côté Pépites Vertes, où on se rend compte qu'on a une génération qui est de plus en plus volontaire pour vraiment utiliser son métier comme un levier d'impact positif sur la planète. Tu le disais toi-même, t'as travaillé déjà dans ce secteur maritime qui t'attirait, mais t'avais pas l'impression d'avoir un impact vraiment positif. Donc du coup, tu t'es réorienté vers d'autres opportunités. Il n'empêche que parmi tous les gens qui ont témoigné sur les pépites vertes, en général, ce sont des métiers qui sont moins bien rémunérés. On a déjà eu l'occasion de débattre de ce constat qui n'est, je pense, pas juste, tout simplement. Est-ce que toi aussi, tu fais passer le sens avant le profit, la rémunération ? Alors oui, moi c'est clair que j'ai cherché beaucoup de sens dans mon travail et beaucoup à m'épanouir. Et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce sens pour me lever le matin, être motivée au travail et être efficace. Pas être derrière mon ordinateur à rien faire et à attendre que la vie se passe. Et c'est vrai que j'ai envie de travailler pour être utile à ma société et me sentir réellement utile dans l'équipe. Et aussi à la société en général, même si je sais que c'est à une petite échelle et au final ça va pas changer grand chose dans la planète en général, mais finalement je pense que c'est un peu mis de bout à bout le travail de tout le monde qui va servir pour la transition. Donc oui, très clairement, le sens est hyper important pour moi. Et est-ce que en faisant ce choix-là, tu as eu l'impression de faire des sacrifices particuliers ?
Pas forcément, parce que du coup il y a des choses qui se sont faites assez naturellement, parce que j'aime la mer et j'ai envie de vivre près de la mer. Et en voulant travailler dans le domaine maritime, c'est pas compliqué, il y a beaucoup de travail dans le maritime qui sont sur la côte. Donc ça s'est fait assez naturellement et je pense pas avoir fait beaucoup de sacrifices, mais peut-être que je recherche pas la même chose, et comme mon travail était vraiment quelque chose d'important pour moi, et je savais qu'il allait prendre une grande importance dans ma vie, ça se fait assez naturellement et sans trop de sacrifices. Ok. J'ai plutôt de la chance. Ok. Oui, parce que le sacrifice d'aller faire du surf en sortant du boulot, c'est ce que tu me disais au début, ça va. On s'y habitue. Ouais, voilà. Génial, merci beaucoup Marine. Je te propose qu'on parte sur notre partie 3. Puisqu'on a bien fait le tour de ton métier et que j'ai envie de comprendre plus comment est-ce que tu arrives à mobiliser cette double expertise que tu as dans ton job de tous les jours. Ok. Au clap. Au clap. Parmi les choses que tu fais dans tes missions de tous les jours, il y a comme un rôle de traductrice. Alors, c'est pas traductrice d'une langue à une autre, mais c'est presque d'un langage à un autre. Ouais. Quand tu as, je sais pas, un commercial et en face un technicien, comment est-ce que toi, tu arrives à faire ce rôle de traductrice ? Alors oui, il y a vraiment un rôle de traductrice, et je pense que c'est un des avantages de notre formation, une des forces. C'est le fait de pouvoir être polyvalent, aller vers plusieurs secteurs différents, être un peu couteau suisse, et de pouvoir comprendre les différents corps de métier. Et là, on est sur une technologie qui est très complexe. Ouais. C'est un pilote automatique, donc il y a beaucoup de compétences qui sont mises en jeu sur le même projet. Et donc moi, ça me permet de pouvoir comprendre, peut-être pas en détail, mais en tout cas, j'essaye au maximum d'aller en détail, d'essayer de comprendre toutes les personnes, ce qu'elles font, pourquoi elles mettent autant de temps à faire cette chose, et puis de retraduire en langage plus commercial et peut-être dans des mots plus simples, et de pouvoir vendre la technologie par derrière, parce qu'on ne peut pas vendre une technologie si on ne la comprend pas. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc ça, je pense que c'est quand même une grande force à ce niveau-là. Alors, on a bien compris, on essaye en même temps d'identifier un peu les compétences pour vous qui avez peut-être envie de vous insérer sur le marché professionnel de la transition. Une première compétence de compréhension. Comment tu fais pour bien comprendre un partenaire ? Comment je fais pour bien comprendre ? Beaucoup d'écoute. Ouais. En général, on se rend compte, moi je me rends compte que beaucoup de personnes ont du mal à demander. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes de raconter ce qu'elles font, ce sur quoi elles passent leur journée, pourquoi elles travaillent sur ça, comment elles travaillent sur ça. Et donc moi, je vais quand même souvent à la rencontre des gens et je pose beaucoup de questions. Je leur demande comment ils fonctionnent. Et ça me permet de comprendre leur fonctionnement. Ok, très, très clair. Donc, être capable de poser des questions, curiosité du coup, d'une certaine manière. Oui, et puis de ne pas avoir peur de pas avoir peur d'embêter les gens, parce qu'au final, on se rend compte que non. Ils aiment bien raconter leur vie. Enfin, je pense. Très clair, très cool. Effectivement, je pense que dans les métiers de la transition écologique, qui en soi concernent l'ensemble des corps de métier, mais si on a envie de faire en sorte que ça s'opère vite, il faut créer de la discussion, du dialogue, et notre compétence aussi, du coup, c'est de la communication entre les différents corps de métier, les différents secteurs. Est-ce que tu vois d'autres dernières choses qu'on pourrait activer pour s'inspirer un peu de ta formation? Moi, en fait, juste pour raconter un peu ma vie, parce qu'effectivement, j'adore raconter ma vie, comme tu me l'as dit. J'ai aussi eu la chance d'avoir une formation en passant par Télécom Paris, quand moi, j'avais fait Sciences Po, et d'avoir un an avec des ingénieurs, et d'apprendre à parler avec des ingénieurs. C'était tellement important, parce que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours la partie technique et puis la partie commerciale. Et quand l'un n'arrive pas à communiquer avec l'autre, ça crée même en interne, en fait, des vraies frustrations. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment, moi je suis passionnée par la communication et particulièrement interpersonnelle, donc je trouve que c'est très important, mais il faut bien garder en tête pour les gens qui ont envie d'être acteurs de manière professionnelle de cette transformation de nos sociétés, qu'on ne pourra pas y arriver sans essayer de bien comprendre qui a besoin de quoi. Donc c'est ultra intéressant de pouvoir le voir avec les exemples que tu fais, aussi bien avec tes partenaires ou de manière opérationnelle avec les gens que tu peux manager d'un côté ou d'un autre.
Oui, donc avant que je raconte ma vie, j'étais en train de te demander si tu avais une dernière idée ou remarque sur ce côté interdisciplinaire en général pour pouvoir l'appliquer dans la vie professionnelle. Du coup, je pense à l'exemple d'une amie qui me disait que donc elle sert plus à à donner les besoins marketing à des développeurs. Mais en fait, dans les grosses entreprises, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, on donne à un intermédiaire l'information qu'il donne aux développeurs. Et elle me disait, j'essaye au maximum d'aller directement à la rencontre de cette développeuse. En l'occurrence, c'était une développeuse. Et d'essayer de comprendre son métier, même si elle n'était pas dans la technique. Elle était curieuse juste de savoir comment elle fonctionnait. Et de se dire, quand je donne ce besoin, pourquoi ça met autant de temps derrière ? Parce que finalement, sinon, ça peut générer des tensions entre les deux personnes, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et donc, elle comprend mieux pourquoi cette tâche dure tel temps. Et peut-être supprimer les intermédiaires, je ne sais pas, mais en tout cas, aller à la rencontre des gens avec qui, finalement, on travaille directement, mais en indirect, Trop cool. au niveau réel. Trop cool, bon tips. Écoute, merci beaucoup pour cette troisième partie où on a pu un peu explorer ces enjeux d'intercompétences qui, je pense, sont clés quand on a envie de continuer à se former aussi. Au Pépites Vertes, d'ailleurs, on a lancé un club qui s'appelle le Club des Pépites qui permet que chaque pépite, donc pépite Marine, pourrait aider pépite Théophile sur différentes compétences parce qu'on estime que notre communauté, elle peut aussi être apprenante. Donc si vous êtes vous-même une pépite verte et que vous avez envie de continuer à vous former, n'hésitez pas à vous rejoindre. C'est le moment promo parce que je m'en fiche, c'est moi qui lui monte la vidéo, donc j'ai le droit de faire du placement de produit. Donc merci beaucoup pour cette troisième partie. Je propose qu'on la clôture de manière circulaire avec cette blague que je fais à chaque fois mais que je vais continuer à faire puisque pour boucler la boucle on repart voir Marine de 18 ans. Elle est au fond d'un couloir, elle s'apprête à rentrer dans cette classe, elle passe un oral d'espagnol. T'as fait espagnol ou pas? Oui, parfait. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu as le droit de lui dire un truc et tu lui fais « Eh oh Marine, je dois te dire un truc, il faut absolument que tu ouvres grand tes oreilles, n'oublie jamais. » Je lui dirais... J'étais un peu perdue à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire et je pense que ça me paniquait un petit peu parce que j'avais des amis ou du moins de l'entourage qui savaient vraiment ce qu'ils voulaient faire, qui partaient dans des voies très spécialisées. Je me disais mince, je vais pas trouver ma voie et maintenant je me dirais mais c'est pas grave, fonce dans ce qui t'anime maintenant au moment présent et surtout pas avoir peur de se tromper. Parce que moi, je me suis rendu compte que je me suis pas mal trompée et je suis allée dans des voies mais complètement différentes. Et j'en ai beaucoup appris au final. Et je trouve que l'échec est assez mal vu dans notre société. C'est un peu dommage parce que finalement, c'est par l'échec qu'on apprend le plus. Et donc, je dirais de foncer et de ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Ratez-vous, c'est ça le conseil. Voilà, exactement. Ratez-vous, puis après relevez-vous et après venez raconter votre histoire aux Pépites Vertes. Merci Marine, c'était passionnant. Merci de nous avoir accueillis ici à Arcachon. Écoute, je pense qu'on peut clôturer cet épisode très très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à liker, à faire plein de trucs pour les Pépites Vertes parce qu'on adore créer du contenu pour vous et on adore quand vous nous le rendez. Donc plein de bisous salins ici et puis à bientôt, bonne rentrée à tout le monde et bon courage, merci encore. Au revoir. Voilà.